La politique d'Aristote, livre 5e, chapitre 2. Sommaire. Suite de la théorie de l'éducation. Des objets de l'éducation, les lettres, la gymnastique, la musique et le dessin. Limites dans lesquelles l'étude doit se renfermer pour des hommes libres. De la place qu'on a jadis assignée à la musique dans l'éducation, elle est un digne emploi du loisir. Un point incontestable, c'est que l'éducation, parmi les choses utiles, doit comprendre celles qui sont d'une absolue nécessité. Mais elle ne doit pas les comprendre toutes sans exception. Toutes les occupations pouvant se distinguer en libérales et en serviles, la jeunesse n'apprendra parmi les choses utiles que celles qui ne tendront point à faire des artisans de ceux qui les pratiquent. On appelle occupation d'artisan toutes les occupations, arts ou sciences, qui sont complètement inutiles pour former le corps, l'âme ou l'esprit d'un homme libre aux actes et à la pratique de la vertu. On donne aussi le même nom à tous les métiers qui peuvent déformer le corps et à tous les labeurs dont un salaire est le prix, car ils ôtent à la pensée toute activité et toute élévation. Bien qu'il n'y ait certainement rien de servile à étudier jusqu'à un certain point les sciences libérales, vouloir les pousser trop loin, c'est s'exposer aux inconvénients que nous venons de signaler. La grande différence consiste ici dans l'intention qui détermine le travail ou l'étude. On peut sans se dégrader faire pour soi, pour ses amis, ou dans une intention vertueuse, telle chose qui fait ainsi n'est point au-dessous d'un homme libre, mais qui fait pour des étrangers sans le mercenaire et l'esclave. Les objets qu'embrasse l'éducation actuelle, je le répète, présentent en général ce double caractère et servent peu à éclaircir la question. Aujourd'hui, l'éducation se compose ordinairement de 4 parties distinctes: les lettres, la gymnastique, la musique et parfois le dessin. La première et la dernière comme d'une utilité aussi positive que variée dans la vie entière. La seconde comme propre à former le courage. Quant à la musique, on élève des doutes sur son utilité. Ordinairement, on la regarde comme un objet de simple agrément. Mais les anciens en avaient fait une partie nécessaire de l'éducation, persuadés que la nature elle-même, comme je l'ai dit si souvent, nous demande non pas seulement un louable emploi de notre activité, mais aussi un noble emploi de nos loisirs. La nature, pour le dire encore une fois, la nature est le principe de tout. Si le travail et le repos sont tous deux nécessaires, le dernier est sans contredit préférable. Mais il faut chercher avec grand soin à le remplir comme il convient. Ce ne sera certainement pas par des jeux, car ce serait faire du jeu, chose impossible, le but même de la vie. Le jeu est surtout utile au milieu des travaux. L'homme qui travaille a besoin de délassement, et le jeu n'a pas d'autre objet que de délasser. Le travail amène toujours la fatigue et la contention de nos facultés. Il faut donc savoir appeler à propos l'emploi des jeux comme un remède salutaire. Le mouvement que le jeu procure détend l'esprit et le repose par le plaisir qu'il donne. Le repos aussi semble également nous assurer le plaisir, le bonheur, la félicité, car ce sont les biens non pas de ceux qui travaillent, mais de ceux qui vivent dans le loisir. On ne travaille jamais que pour arriver à un but que l'on n'a pas encore atteint. Et dans l'opinion de tous les hommes, le bonheur est précisément le but où l'on se propose, loin de tout souci, dans le sein du plaisir. Le plaisir, il est vrai, n'est point uniforme pour tous. Chacun l'imagine à sa guise et selon son tempérament. Plus l'individu est parfait, plus le bonheur qu'il rêve est pur, et plus la source en est élevée. Aussi, il faut avouer que pour passer dignement son loisir, on a besoin de connaissances et d'une éducation spéciale, et que cette éducation, ces études, doivent avoir pour but unique l'individu qui en jouit, de même que les études qui ont l'activité pour objet doivent être considérées comme des nécessités et n'avoir jamais en vue les étrangers.
Nos pères n'ont donc point admis la musique dans l'éducation à titre de besoin, car elle n'en est point un. Ils ne l'y ont point admise à titre de chose utile, comme la grammaire, qui est indispensable dans le commerce, dans l'économie domestique, dans l'étude des sciences et dans une foule d'occupations politiques. Non point comme le dessin, qui apprend à mieux juger des ouvrages d'art, non point comme la gymnastique, qui donne la santé et la vigueur, car la musique ne possède évidemment aucun de ces avantages. Ils y ont uniquement trouvé un digne emploi du loisir. Et voilà le but vers lequel ils ont essayé d'en diriger la pratique. Car si selon eux il est un délassement digne d'un homme libre, c'est la musique. Homère est du même avis, quand il fait dire à l'un de ses héros « Convions au festin un chantre harmonieux », ou quand il dit de quelques autres de ses personnages qu'ils appellent « le chantre dont la voix saura tous les charmer ». Et ailleurs, Ulysse dit que le plus doux des plaisirs pour les hommes quand ils se livrent à la joie, c'est d'entendre au festin où tous se sont rangés les accents du poète.